Une fois qu'il arrive à Addis Abeba, le guet est donné, la femme est dépêchée en toute urgence au tribunal rabbinique de Tel Aviv et le guet est donné. Ça, c'est ce qui peut être raconté. Vous Ouais. imaginez que derrière une affaire comme ça, il y a beaucoup de choses. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Le jour du jeûne d'Esther est connu aussi comme le jour de mobilisation pour les Hagounot. Le saviez-vous? On va en savoir un peu plus justement, quel rapport entre cette journée et les Hagounot. Et c'est Cathy Bisraourayash que nous recevons ce matin sur Studio Kalita. Cathy, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes Tohénette Trabanite et médiatrice. On va parler dans quelques instants du jeûne d'Esther et les Hagounot. Quel rapport entre ces deux événements? Avant cela, je voudrais que vous nous parliez, parce que je sais que la rabbanoute fait beaucoup de choses pour les Hagounot, des fois un peu loin des médias, de ce qui se passe. Les médias ne disent pas toujours tout. Et là, vous avez raconté très dernièrement sur votre page Facebook une histoire qui est vraiment un peu invraisemblable. Oui, une histoire qui est vraiment invraisemblable et comme je l'ai écrit, c'est presque un roman d'espionnage. Tout à fait. Qui pourrait faire l'objet d'un livre. Une partie d'ailleurs seulement peut être racontée, peut être écrite parce que la grande partie c'est totalement secret. C'est une affaire qui a impliqué des autorités israéliennes à haut niveau, également des autorités américaines, évidemment le Mossad du côté israélien, le gouvernement éthiopien. Une affaire qui débute il y a 2 ans, une jeune femme, mère de 3 enfants d'origine de la communauté éthiopienne, vit à Beersheva. Son mari, un beau matin, s'évanouit dans la nature. On ne sait pas où il est. Pendant plusieurs mois, on le cherche jusqu'à ce que le département des Hagounot, qui est un département qui fait partie du Beddin, du tribunal rabbinique d'Israël, ça a été créé justement pour trouver des solutions à ce type de problème, arrive à le repérer en Éthiopie. Immédiatement, un émissaire est envoyé en Éthiopie pour parler justement et pour essayer de convaincre ce mari de donner le guet. Il dit oui, je suis d'accord, je vais donner le guet. Apparemment, il a évidemment reçu de l'argent pour ça, mais il accepte. Immédiatement, un corps rabbinique est envoyé en Éthiopie, mais le jour du rendez-vous, au moment où il y a eu le rendez-vous, le mari n'est plus là. De nouveau, pendant plusieurs mois, le Mossad s'implique, cherche partout le mari en Éthiopie. Vous imaginez que ce n'est pas simple. Et tout d'un coup, il y a à peu près quelques semaines à peine, le mari est retrouvé dans la région du Tigré. Alors, chacun sait ce qui se passe au Tigré. Ouais, il y a une guerre sanglante Mm-hmm. entre les autorités éthiopiennes et un mouvement de libération du peuple du Tigré. Impossible de faire le guet là-bas. Un émissaire est envoyé, le mari de nouveau est convaincu. Il y a un émissaire avec lui et pendant presque 2 jours, il marche à pied jusqu'à Addis Abeba. En fait, d'abord dans le Gondar, ensuite à Addis Abeba. Et une fois qu'il arrive à Addis Abeba, le guet est donné. La femme est dépêchée en toute urgence au tribunal rabbinique de Tel Aviv et le guet est donné. Ça, c'est ce qui peut être raconté. Vous imaginez que derrière une affaire comme ça, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a des implications. Hein, je crois que c'est monté au plus haut rang de l'État. Ça veut dire quoi, Cathy? Ça veut dire que la rabbanoute fait vraiment le maximum pour ces femmes qui sont hagounot? Et c'est une question qui est très délicate, d'accord? Parce que si vraiment il y avait le maximum, comme vous dites, alors il n'y aurait plus d'Hagounot, ni en Israël, ni dans le monde. Et ce n'est pas le cas, d'accord? On a malheureusement encore des dizaines et des dizaines de dossiers qui sont les uns plus dramatiques que les autres. Mais disons que d'abord, il faut comprendre qu'il y a des limites qui sont liées à la halakha, d'accord? Ça, c'est la première chose. Et il y a des limites également lorsque les maris ne sont pas en Israël. Lorsque les maris sont en Israël, la plupart des cas, je ne dis pas tous les cas, mais la plupart des cas, on arrive à les régler parce qu'il y a tellement de moyens coercitifs aujourd'hui, il y a tellement de lois contre les maris qui récalcitrants qu'on arrive à trouver des solutions. Mais si vous voulez, il y a quand même encore des problèmes. Maintenant, ceci dit, l'histoire que j'ai racontée, c'est la preuve, d'accord? Et je pourrais vous en raconter encore énormément. Juste cette semaine, on a eu 2 histoires aussi. Il n'y avait pas une implication du Beddin d'Israël, en coopération d'ailleurs avec les Beddin locaux. Hein, dans le cas, on a eu une histoire cette semaine avec une implication du Beddin de Paris, justement, qui a joué un rôle très positif. Donc, si vous voulez, il y a toujours une coopération avec des Beddin étrangers. Et vous sentez véritablement une volonté. De tout temps, les tribunaux rabbiniques ont essayé de trouver des solutions. Malheureusement, c'est pas toujours possible. Mais est-ce que la solution, ce serait pas d'essayer justement d'avoir des rabbins qui prennent des décisions dans la halakha, plus que de faire toutes ces recherches qui coûtent d'abord beaucoup d'argent, qui impliquent beaucoup de choses? Est-ce que la solution, ce serait pas de trouver justement cette solution dans la halakha?
Écoutez, ça, c'est la question, comme on dit, $1 million. Okay, ce que vous dites, c'est un des arguments que l'on donne dans toutes les organisations de femmes. Maintenant, le problème, d'accord, c'est qu'il y a une halakha. C'est comme si vous dites, par exemple, Shabbat, quelle est la limite où on peut faire des arrangements avec l'histoire du Shabbat. Le fait que l'homme doit donner le guet d'une manière indépendante dans les mains de sa femme ou par un émissaire, c'est écrit dans la Torah. C'est pas une invention, ça vient même pas du Talmud, c'est écrit dans le 5e livre de la Torah. Et donc à partir de là, c'est très compliqué. Il y a des idées, par exemple, une des grandes idées, ce qu'on appelle Afkat Kiddushin, l'annulation du mariage, dans des cas où il n'y a pas de solution. Nous, on a plusieurs dossiers où il n'y a pas de solution, parce que soit le mari a disparu, comme l'histoire que je vais raconter d'Éthiopie, on ne sait pas où il est, ou on sait où il est, mais on ne peut pas l'atteindre, d'accord, et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, est-ce qu'une femme, on a par exemple le cas d'une femme de 30 ans qui a été mariée à 20 ans, le mari ne veut rien savoir, il est à Los Angeles, on essaye de faire ce qu'on appelle Afkat Kiddushin, une annulation de Kiddushin. C'est très compliqué au niveau halakhique. On arrive dans certains cas, mais c'est très, très compliqué. Maintenant, c'est vrai qu'il faut ce qu'on appelle Gdolé Ador, si vous voulez, des rabbins avec une dimension halakhique, comme le rabbin Ovadia Yosef, qui avait, comme vous le savez, pendant la guerre de Kippour et pendant l'affaire des tours, pris la décision de libérer des femmes alors qu'on n'avait pas retrouvé le corps des maris. Et ça, c'est sûr que c'est pas simple au niveau halakhique et il faut des grandes autorités rabbiniques. Malheureusement, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'on voit pas ça. C'est-à-dire que c'est fait en effet du coup à coup. Mais ce qu'on a choisi, nous, si vous voulez, en tant qu'organisation de femmes, c'est de faire du pragmatisme. C'est-à-dire, on s'est dit, si on peut sauver une femme, et si cette coopération avec le Beddin nous permet de sauver une femme, alors sauvons cette femme. C'est vrai qu'on ne règle pas le problème en macro. On s'occupe, si vous voulez, du problème en micro, et c'est déjà évidemment important, parce qu'on a pu sauver ainsi des centaines et des centaines de femmes depuis plusieurs années. Alors, j'ai été très surpris d'apprendre que le jour du jeûne d'Esther est le jour de mobilisation pour les Hagounot. Alors, quel rapport entre le jeûne d'Esther et les Hagounot, Cathy ? D'abord, vous savez, c'est un peu critiqué. Hein. C'est pas que tout le monde est d'accord sur le fait d'avoir lié le jour du jeûne d'Esther. Personnellement, moi, j'ai un certain nombre de réticences sur ça, mais en fait, le fait est, c'est qu'il y a à peu près plus qu'une dizaine d'années, une quinzaine d'années, plusieurs organisations de femmes, essentiellement d'ailleurs des organisations de femmes américaines, ont pris la décision. Elles voulaient créer un jour de la Gouna, si vous voulez, de la femme, de cette situation particulière. Et pourquoi elles ont choisi le jeûne d'Esther? Parce que Esther a également été enfermée, si vous voulez, dans un mariage en prison, en fait, dans un mariage qu'elle ne voulait pas. Alors, c'est vrai qu'il y a toute une histoire autour. Voilà le lien, d'accord. Mais comme, si vous voulez, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui disent c'est quand même touché, si vous voulez, à l'image d'Esther, au rôle d'Esther. C'est pas exactement la situation d'une Aguna. Mais enfin, si vous voulez savoir le lien, voilà le lien. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est qu'il y a un Yom à Aguna et que dans le monde entier, dans toutes les communautés, en principe, ce qui doit être fait, ça doit être une mobilisation avec ce message. Vous ne voulez pas vivre avec votre femme, vous ne voulez plus votre femme, vous devez lui donner le guet immédiatement. Et c'est ça le message qu'on essaye de passer, si vous voulez, à travers ce jour de la Hagouna. Donc il va y avoir demain des actions qui vont être organisées au point de vue national ou plus particulièrement au point de vue des communautés. Alors en principe, chaque année, il y a une session à la Knesset, qui n'y aura pas cette année en raison de la situation, mais en principe, il y a une session à la Knesset, il y a une série d'organisations, de happenings, si vous voulez, également en raison des limites du Covid, ce n'est pas toujours possible, mais il y a une mobilisation dans les médias, vous pouvez regarder, dans le monde entier, surtout aux États-Unis. Il faut savoir que les deux pays où il y a le plus de problèmes de higoun, de femmes hagounotes, c'est les États-Unis et la France, d'accord, et surtout les États-Unis, beaucoup plus, il y a des problèmes dramatiques. Et donc les communautés juives, surtout les organisations de femmes aux États-Unis, se mobilisent véritablement pour essayer de passer le message que je viens de vous dire. Parce qu'en fin de compte, c'est ce message qui est crucial. Parce que lorsque on sera convaincu, si vous voulez, que ne pas donner le guet, comme en Israël, ne pas donner le guet, lorsqu'un Beddin a décidé que vous devez donner le guet, c'est pénal. Ce n'est pas le cas évidemment à l'étranger. Et passer ce message, c'est le message crucial. Parce que vous savez, Olivier, combien de fois j'ai des hommes face à moi qui me disent mais moi, chez moi, on a l'habitude d'avoir de l'argent pour donner le guet. Pourquoi vous voulez que je donne le guet comme ça? Vous vous rendez compte un petit peu, c'est-à-dire que cette pensée-là, si vous voulez, c'est ça qu'il faut changer. Et ce type de mobilisation médiatique autour du Yom HaHaguna, c'est ça le but, si vous voulez, de faire passer ce message
d'explication, et également le message aux femmes, de dire également aux femmes, vous ne pouvez pas rester dans une situation comme ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent quelquefois après 10 et 20 ans qu'elles sont restées sans guette et crient au secours. Aujourd'hui, elles peuvent crier au secours immédiatement, et c'est ça également qui est important de savoir. Dernière question, Cathy Bisraoui-Riach, c'est quelque chose qu'on parle un peu moins, mais peut-être que vous allez pouvoir nous renseigner, c'est que, alors c'est vrai qu'il y a des femmes qui, leur mari refuse de donner le guet, mais la femme dans la halakha doit aussi accepter le guet. Et est-ce qu'il y a aussi des femmes qui n'acceptent pas le guet? C'est-à-dire que ce sont des maris qui sont... Alors, je ne sais pas comment on appelle ça. Quel est le terme exact? Agoun. On utilise aujourd'hui le mot d'agoun, absolument. Est-ce que ça existe beaucoup? Ça existe beaucoup. D'abord, il faut savoir que dans la halakha, ça date de 1000 ans, d'accord? Il y a 1 millier d'années à peu près. Il y a un grand sage qui est un début, si vous voulez, de la halakha ashkénaze, le rabbin Gershom Maor Agola, c'était son nom, a décidé que la femme ne pouvait plus être répudiée, okay, comme ça existe aujourd'hui dans l'islam. Aujourd'hui, si vous voulez, la femme, elle doit accepter de donner le guet. Et elle accepter de recevoir le guet. Et si elle ne reçoit pas le guet, si elle n'accepte pas de recevoir le guet, en effet, il n'y a pas de divorce. Et donc, se crée ce phénomène que vous venez de décrire, où vous avez des hommes agoun. Alors, évidemment, la situation, elle n'a rien à voir avec la femme agouna, parce qu'un homme qui est agoun, il peut, d'une manière ou d'une autre, trouver le moyen de se remarier. Il peut, évidemment, même sans se remarier, d'avoir des enfants qui seront totalement légitimes. Ce n'est pas le cas de la femme agouna qui a sa vie complètement coincée. Donc, le phénomène, il est beaucoup moins grave au niveau halachique, si vous voulez. Mais au niveau numérique, il faut savoir que le phénomène est très important, à tel point qu'on dit qu'il y a à peu près 40% en Israël, si on compare avec les cas de femmes agouna, pour vous montrer, c'est très important. Et c'est aussi reprochable. Moi, quand il y a une femme qui vient et qui essaye de négocier son guet en échange d'argent, en échange de toutes sortes de choses, je dis non, ça également, c'est interdit. On ne peut pas utiliser la halakha, qui est une halakha toranique, des raïta, comme on dit, pour obtenir quelque chose. C'est pas possible, aussi bien pour l'homme et pour la femme. Mais encore une fois, bien que le phénomène est reprochable, il faut quand même mettre les choses en proportion. C'est pas la même que le phénomène de la femme à Agouna, c'est pas la même situation. Qui est véritablement dramatique, dramatique véritablement au niveau personnel. Pour une femme, il y a des centaines et centaines de femmes qui n'ont plus de vie de femme en fait, à cause de ce phénomène-là. Très bien. Cathy Bisraoui-Riach, Tohénet rabbinite et médiatrice. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Bonne journée à vous. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.